Et bonjour à tous. Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Bon, j'ai avancé l'heure de début du webinaire de 2 petites minutes pour accueillir les premières personnes qui auraient été en avance. J'espère que tout le monde va bien. Ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans un webinaire et qui pourrait être sympa, c'est de demander d'où les gens viennent. Comme ça permet un peu de casser la glace et aussi ça permet d'avoir des premiers messages. Parce que quand on va arriver au moment où il faudra poser des questions, parfois les gens ont un peu peur de poser des questions parce qu'on serait le premier message ou pas. Donc en disant d'où vous venez, comme ça on brise d'ores et déjà la glace, des premiers messages sont affichés et comme ça personne ne sera timide. Donc, Elancourt, je crois que c'est vers Paris. J'habite à Paris, mais je suis très très mauvais en région parisienne, comme on peut le voir. Bon, personne ne fera mieux que Charlène qui vient de l'île Maurice. Donc voilà. Peut-être qu'on aura des gens qui viennent d'endroits un peu mieux. Je sais pas si on peut faire mieux ou pas, mais on verra. Donc Belgique, Lyon, très belle ville. Je suis de Lyon, 78. Donc, merci d'avoir précisé où était Elancourt, Emmanuel. C'est super gentil. Encore des Belges, de la Suisse, Portugal. Ah ouais, donc on est vraiment de partout là, j'ai l'impression. On a l'île Maurice, du Portugal, de la Belgique, de la Suisse. Berlin, décidément, on est vraiment partout en Europe et ailleurs. Suisse, encore une fois. La Réunion, bon bah voilà, pas très loin de chez Charlène. Donc voilà, bon, il y aura compétition entre vous, Jessica et Charlène sur qui vient de l'endroit le plus beau. Bon, je vois que ça continue de monter. On va attendre encore 2 petites minutes et ensuite on pourra accueillir nos intervenantes et donc lancer ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à dire d'où vous venez. Si vous avez beau temps, là, comme vous pouvez peut-être pas le voir, mais à Paris, il fait un temps épouvantable. J'espère que chez vous, il fait un peu plus beau. Près de Chartres également, je vois. Bon, bah vraiment de partout, on dirait. Hein. Bon, on va pouvoir, je pense, commencer. Je vois qu'il y en a encore qui se connectent près d'Avignon. Bonjour, toi, Vina. Bonjour, Julie. Hop, bon, allez, on va y aller. Je pense que les personnes qui nous rejoindront attraperont le train en marche. Donc, je vais accueillir donc Charlène et Clémentine, qui seront stars de ce webinaire, qui vont arriver, je pense. Voilà, ils sont là. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous allez bien? Super. Bon, super. Bon bah écoutez, on va pouvoir commencer sur donc ce webinaire pour vous parler donc de data. Je vais me présenter et ensuite je laisserai la parole aux invités puisqu'après celles qui vont dérouler et parler. Donc pour ma part, je suis Maxime Delorme, je m'occupe de tout ce qui est campagne marketing chez Talent et donc de campagne marketing. Dedans, il y a aussi les webinaires et donc j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Charlène et Clémentine qui sont deux expertes sur ce sujet. Que je vais laisser bien se présenter. Je ne sais pas qui souhaite commencer, Charlène, Clémentine. Vas-y, Charlène, je t'en prie. Merci Clémentine. Donc Charlène Emery, moi je suis la fondatrice de Talent Catcher. C'est un organisme de formation en inbound recrutement. Donc pour ceux à qui ce terme barbare ne parlerait pas, tout simplement, on aide avec mon équipe les recruteurs à trouver des candidats sans forcément les solliciter. Donc notamment grâce à une approche de contenu, on a accompagné plus de 3000 recruteurs et ambassadeurs dans les entreprises à la création de contenu, à être présent en ligne pour attirer des candidats. Mais évidemment, pour avoir une approche contenu qui fonctionne, la data, c'est un peu la colonne vertébrale. Donc, sans data, il n'y a pas d'inbound. Sans données, on ne crée pas de contenu utile, on ne pilote pas ses actions aussi, on ne revoit pas sa stratégie. Donc, voilà pour la raison pour laquelle j'ai accepté ce webinaire quand tu me l'as proposé, Maxime. Super. Mais enchantée, donc Clémentine Chevrier, premier webinaire pour ma part, voilà, je le précise. RRS au sein de Valeriade, entreprise de services numériques 100% nantaise. J'ai aujourd'hui 13 ans d'expérience en ressources humaines et presque autant dans le recrutement. Je vais vous donner aujourd'hui ma vision quant à ce sujet qui me passionne de la donnée dans le recrutement, mais ce sera forcément teinté du secteur informatique puisque je suis dans ce secteur d'activité depuis maintenant très longtemps.
Et ben, merci à toutes les deux pour cette présentation. Donc voilà, avant qu'on commence, ce webinaire, il n'est pas anodin. Il est pas anodin parce qu'il se base sur un de nos livres blancs qu'on a fait début septembre et qui avait vraiment pour vocation d'apporter des conseils sur la data et comment l'intégrer dans vos stratégies de recrutement. Là, je vous partage un bandeau. Si jamais vous n'avez pas téléchargé notre ebook, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous l'aurez directement, pas besoin de remplir de formulaire. Il est envoyé directement. Donc voilà, ça sera en complément de ce qu'on va pouvoir vous dire. Donc je vais laisser ce bandeau tourner quelques instants. Et en attendant, donc, je vais pouvoir commencer donc avec cette première question. Qui est donc peut-être Charlène pour cette première partie. Toi aujourd'hui, pourquoi la donnée, elle te semble essentielle pour recruter ou même pour tout recruteur? Ouais. Déjà, il y a la première partie, comme je le disais, sur mon expertise actuelle qui est l'inbound, mais c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais précédemment, j'ai exercé pendant quasiment 10 ans dans le recrutement, surtout dans le secteur bancaire. Et moi, la data, elle m'a vraiment aidée, donc quand j'étais responsable des équipes recrutement, à sortir d'un recrutement, je dirais, à l'instinct et pour basculer vers un recrutement plus prévisible. Et par là, je parle pas d'entretien de recrutement à l'instinct, ça pourrait être un autre sujet de webinaire, hein, avec les scorecards, etc. Mais plutôt pour animer eh bien le budget recrutement, savoir sur quel job board mettre du budget, savoir quels canaux sont plus rentables que d'autres, savoir quel type de profil nous coûte combien, etc. Donc vraiment pour sortir de cette vision où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on trouve les candidats, combien est-ce que ça nous coûte, quel est le chemin le plus optimal pour acquérir des candidatures, etc. Donc vraiment, moi, c'est sans doute une déformation là de ma part, mais j'ai besoin d'avoir des data, tu vois, derrière tout ça pour prendre en fait tout simplement les meilleures décisions d'un point de vue plan de recrutement. D'ailleurs, quel que soit le volume de recrutement. Donc effectivement, moi je dirais que c'est en ça que la data est essentielle, c'est vraiment pour pouvoir prédire et pas à chaque nouveau besoin de recrutement, tu vois, de se retrouver eh bien dans l'urgence et te dire oh là là, qu'est-ce que l'on fait? Du coup, on active tous les job boards, on active tous les prestataires de recrutement et on se retrouve avec peut-être un coût de recrutement qui nous aura coûté 10, 20, 30 000 euros quoi. Et on s'en rend même pas compte qu'on a spend autant pour acquérir, pour trouver la bonne personne. Donc c'est vraiment pour cette vision prédictive, prévisible du recrutement, même s'il y a plein de moments dans notre politique RH et dans notre politique de recrutement où la data peut venir nous aider. Et je pense qu'on va en parler avec Clémentine. Yes. Et toi, justement, Clémentine, peut-être si tu as quelque chose à rajouter, mais aussi, vu que tu es un peu notre faire-valoir d'utilisation de la data au quotidien, toi, comment tu utilises aussi dans ton approche quotidienne? Alors, complètement en phase. Du coup, avec ce que Charlène vient d'expliquer, clairement, je l'utilise de la même manière pour prédire et pour prendre les bonnes décisions. Et j'ajouterais que d'un point de vue aussi correctif, la data nous permet d'identifier les bons goulots d'étranglement, de ne pas tomber dans la facilité, d'apporter donc des solutions qui vont être efficaces et de pouvoir plus facilement innover également, puisque quand on va faire des POC, on va derrière pouvoir mesurer l'efficacité réelle d'une nouvelle initiative. Peut-être POC préciser ce que c'est. Je sais, mais c'est Proof of Concept. Donc ce sont des tests en gros qu'on va réaliser sur un petit périmètre pour en mesurer l'efficacité et ensuite pouvoir le généraliser à l'ensemble de l'entreprise ou d'un service. Super, merci pour la précision. Dans le doute, je préfère demander. Et du coup, Clémentine, si on continue avec toi, comment aujourd'hui la donnée, elle peut transformer donc un processus de recrutement de manière stratégique. On va pas se cacher, je pense que tout le monde est au courant qu'on est dans un contexte où les budgets sont de plus en plus serrés et comment la data, elle peut nous aider à nous faire aller un peu plus loin. Alors, si vraiment on prend le premier niveau pour argumenter auprès d'une direction, finalement, l'économie de coûts qu'on va pouvoir faire grâce à la donnée et à l'analyse de cette donnée, je dirais que les principaux coûts liés au recrutement sont liés à deux éléments principaux. On va avoir le temps passé en moyenne pour chaque recruteur pour une signature. C'est le plus gros budget. Et puis, on va également avoir le coût de chaque job board, qu'on soit sur des job boards spécifiques pour chasser de nouveaux profils, donc aller rechercher des CV, ou qu'on soit sur des job boards de diffusion d'annonces. Donc moi, je vais traquer en priorité deux types de données
pour favoriser justement mon ROI, donc Return on Investment, pour pouvoir préciser aussi les acronymes. Donc, je vais traquer d'une part les données qui sont liées au taux de transformation. Le taux de transformation, les principaux, c'est combien dois-je voir de candidats pour réussir à déclencher une proposition d'embauche et combien de propositions d'embauche je vais devoir envoyer pour déclencher une signature. Donc, augmenter ces taux de transformation, c'est permettre à chaque recruteur de passer moins de temps pour avoir une signature et donc directement d'économiser les coûts. D'autre part, je vais suivre l'efficacité de mes job boards, donc les signatures qui sont engendrées pour chaque job board d'une manière directe ou indirecte. Donc, notamment, un ATS permet de faciliter cette analyse de données. Et on va pouvoir, de cette manière-là, comparer ce qui est comparable, prendre les bonnes décisions en se disant tel job board a un impact positif, a une efficacité prouvée. Je vais concentrer mon budget de ce côté et à l'inverse, pour certains job boards qui sont populaires mais qui ne fonctionnent pas dans notre secteur d'activité, on va pouvoir faire le choix d'optimiser les dépenses et d'économiser sur certains frais moins pertinents. Ok. Et justement, si on va un peu plus loin encore dans cette idée de réduction des budgets, aujourd'hui, comment les recruteurs peuvent en fait mieux défendre le fruit de leur travail et justifier qu'ils sont efficaces et grâce à la data, pardon. Alors moi, ça c'est un de mes combats et c'est une des raisons qui font que j'adore la donnée, c'est justement pour mettre en valeur tout le travail de mes équipes. Le recrutement, c'est un métier ingrat, clairement. Parfois, on voit énormément de monde pour très peu de signatures et parfois, à l'inverse, tout semble simple, tout roule du premier coup. Le challenge, pour moi, c'est mon avis, mais c'est la régularité dans l'effort. Mais encore faut-il pouvoir montrer factuellement cet effort, et c'est ce que la data permet. Je trouve vraiment essentiel de mesurer cet effort-là et pas seulement le résultat pour deux raisons. La première, c'est de garder des équipes qui sont mobilisées. Il m'est souvent arrivé de féliciter des équipes pour leur résilience, leur pugnacité, même si les résultats finaux n'étaient pas au rendez-vous. Le recrutement, c'est en dents de scie. Donc, parfois, le marché, comme je le disais, est très calme, mais parfois, il est porteur. Il est essentiel de garder ces équipes mobilisées, de les garder motivées, même dans les périodes creuses, puisque dès que le marché redémarre, on a des équipes qui sont prêtes, voilà, qui sont dans les starting blocks et qui sont prêtes à justement profiter de ces vents porteurs. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que la data, elle est factuelle. Voilà. Et elle permet de remettre tout le monde tout en douceur face à ses responsabilités. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là, il me semble, d'embarquer tout le monde dans la remise en question. Par exemple, quand on s'aperçoit que notre pipe candidat abandonne le process par manque de réactivité, on peut alors repenser plus facilement, collectivement, l'organisation de nos recrutements et notamment rendre l'enchaînement des étapes de validation plus fluide. Voilà. Ok, super, merci pour ce retour. Et maintenant, j'ai une question pour Charlène. Pourquoi, selon toi, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, aujourd'hui, peinent à utiliser efficacement en fait les données dans leur processus de recrutement? Je pense que, comme le précisait Clémentine, en fait, souvent, on va se concentrer sur la partie quantité. Et c'est un peu antinomique avec en fait la data. On imagine que c'est juste des chiffres, alors que en fait, il y a la notion de qualité qui est vraiment importante, parce que si tu continues, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, pour répondre à ta question, mais si tu continues d'avoir des fichiers Excel dans tous les sens, chaque recruteur a son petit fichier Excel, voire plusieurs fichiers Excel, des ERP qui sont parfois en fait pensés pour le business, la finance, que l'on détourne en usage recrutement, mais en fait t'as pas du tout toutes les datas. T'as un reporting qui est fait à la main pour un passage en comité de direction, puis un autre, etc. Mais il n'y a rien d'automatisé. En fait, déjà, tes données sont pas propres. Et donc, forcément, ce que tu vas en retirer n'est pas exact. Donc, tu vas présenter ça à tes équipes. Si je me mets à la place de Clémentine, on va te dire, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, c'est pas mon time to hire. Moi, j'ai eu plus de candidats, Et donc, du coup, ça va te décourager. Donc, pour répondre concrètement à ta question, Maxime, je pense que déjà, et c'est pas la phase la plus fun, mais c'est indispensable pour pouvoir utiliser de la data.
et pour qu'elle ressemble réellement à ce que tu fais, et comme le disait Clémentine aussi, pour pouvoir objectiver un peu tout le travail qu'il y a derrière, pour pouvoir valoriser le travail des recruteurs, il faut absolument de la discipline. Donc il faut que la saisie, que la mise à jour soit régulière, et ça c'est souvent là où ça pêche. Alors même quand on a un super ATS, effectivement c'est souvent là où finalement il n'y a pas forcément un traitement de la data initiale qui est bon. Et donc, forcément, ça engendre derrière des erreurs et de la data qui est pas fraîche. Je pense aussi que dans beaucoup d'entreprises, et je crois qu'on partage ce point avec Clémentine, c'est un peu une usine à gaz, donc ça manque de simplicité. Dans beaucoup de boîtes, en fait, on ne décide pas de se concentrer d'abord sur des datas précises et tu vois vraiment utiles. On se dit, OK, alors la concurrence, il parle de ça, donc on va analyser ça, etc. À vrai dire, tu peux déjà analyser tellement d'indicateurs que tu perds. Donc, souvent, ça manque de simplicité. Moi, avec mon regard extérieur, quand je vois un petit peu ce que font les équipes recrutement que je forme, je me dis, ouais, souvent, en fait, on pourrait faire plus simple parce qu'il y a plein de choses qui sont pas suivies, et du coup, on va mettre de la discipline sur des choses non essentielles. Et après, effectivement, je pense qu'il y a la partie plutôt culturelle, le passage du fameux, on a toujours fait comme ça, à on va mesurer, on va mettre des chiffres et des indicateurs derrière mon travail, ce qui peut parfois ne pas rassurer, en fait, si on n'accompagne pas en tant que manager effectivement correctement, tu vois, ce passage de freestyle où chacun a ses petits tableaux de son côté à vraiment une politique de data vraiment encadrée. Ok, super intéressant, merci. Et j'ai bien aimé ce sujet qu'on se simplifie la vie, et c'est la question qui est juste après, mais j'ai juste un tout petit crochet pour préciser aussi à vous qui participez et qui regardez ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat, parler entre vous, mais aussi poser des questions. Évidemment, les questions que vous posez, on y répondra. Si elles s'y prêtent, on s'y répondra tout de suite, et sinon, on y répondra un peu plus tard dans la suite du webinaire. Mais voilà, je vous encourage évidemment à parler, de dire ce que vous en pensez, et poser vos questions. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif et vivant. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, n'ayez pas peur. Comme on l'a dit, vous avez déjà tous parlé avant en disant d'où vous venez, donc voilà, plus d'excuses maintenant. Et donc, si on revient sur ce sujet de simplicité, je sais que quand on a préparé du coup ce webinaire, il avait été évoqué le fait qu'il y a aussi des entreprises qui, pour gérer leur data, vont passer par Excel, ou des ERP généraux qui n'ont pas la possibilité de bien traquer tout ça. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences concrètes pour ces entreprises qui passent par des outils qui ne sont pas spécialisés, et comment en fait la collecte ou l'utilisation de la bonne data via les bons outils ou les bons moyens pourrait résoudre les problèmes qu'on a eu avant, de cette difficulté justement à avoir de la data dans le process de recrutement. Qui veut répondre là? C'est une question ouverte pour toutes les deux. Si je peux y répondre dans un premier niveau, pour l'avoir vécu, parce que j'ai utilisé les deux. Je trouve que quand on est dans une entreprise qui est plutôt de petite taille, et qui va pas forcément avoir besoin de croiser un certain nombre de données, par exemple la disponibilité, la mobilité, le métier, etc. Quand on est vraiment sur des données très simples et sur un recrutement qui finalement n'est pas porté à un niveau stratégique dans l'entreprise, qui va plutôt être associé à un centre de coûts, et où les recrutements se font de manière très ponctuelle. Investir dans un ATS où c'est pas forcément obligatoire. Par contre, quand on commence à porter le recrutement à un niveau stratégique, et quand on commence à avoir des recrutements plutôt en volume, quand on a aussi plusieurs entités qui sont basées dans différentes zones géographiques, c'est très compliqué à partir du moment où on a croisé ces données de ne pas avoir un outil qui le permet. Et alors, on peut maîtriser Google Sheet, on peut maîtriser Excel, ça devient très vite fastidieux, et notamment la gestion de vivier est quasi impossible sur le long terme. Ouais. Je te rejoins, et sur la taille. C'est vrai que souvent, qui dit pas d'ATS, pas d'outils d'automatisation, dit saisie manuelle, enfin saisie humaine, quoi. Donc c'est sûr qu'avec un petit volume, il y a un volume de recrutement où c'est encore possible, et il y a un volume où ça devient vraiment impossible du coup de le faire sans erreur, sans oubli, et sans que ce soit trop chronophage. Donc pour moi, il y a vraiment ce risque aussi de perte d'informations ou d'informations erronées, où on en revient du coup aux mauvais indicateurs qui reflètent pas la réalité. Je
Je pense aussi avec la vision un peu in-band du recrutement qu'on a, enfin sans être outillé, souvent on n'a pas une bonne vision du parcours candidat, notamment pour savoir où est-ce que ça pêche, où est-ce que nos candidats décrochent, par exemple. Si on ne suit que dans un fichier Excel, et moi aussi, hein, ça a été mon cas, donc je vous jette pas la pierre, mais nos besoins avec tous les candidats reçus et puis 3-4 statut de où est-ce qu'il en est dans son parcours. On ne suit pas étape par étape effectivement où ça peut pêcher, donc on va moins bien se rendre compte. Ok, sur ce besoin, j'avais pourtant 3 fois plus de candidats qui avaient postulé, et puis finalement j'en ai vu 2 fois moins en entretien, et puis finalement en fait lors de je sais pas l'étape d'évaluation, eh bien j'en ai perdu 4 fois plus. Donc c'est vraiment aussi cette vision globale du parcours candidat, où je trouve que là forcément avoir le bon outil ça change tout, et ça nous permet encore une fois de prendre les bonnes décisions pour repenser son parcours, parce qu'on le sait tous, nos problématiques de recrutement elles ne sont pas du tout uniquement liées au manque de candidatures. Souvent c'est ailleurs que ça pêche. Donc pour moi il y a ça, et puis on en revient toujours aussi au fait de valoriser le travail des recruteurs. Je trouve que quand on n'a pas les bons outils, il y a souvent un manque de valorisation de ce qui est fait, et voire même face à un manager mécontent, par exemple, donc pas un manager d'équipe recrutement, mais plutôt opérationnel, à quelqu'un qui recrute dans son équipe. Si on n'a pas des outils, des stats, des indicateurs propres à montrer, et qu'on est en train de bricoler, attends, c'est de cette colonne, je vais chercher cette data, etc., c'est moins professionnel, et je pense qu'aussi on se décrédibilise. Donc il y a aussi, selon moi, un enjeu un peu de valorisation de la fonction. Ok, mais est-ce que le fait de ne pas passer par des outils, c'est lié à quoi? Est-ce que c'est lié à une défiance des outils en général? C'est lié à une méconnaissance de ce que l'outil peut faire? Ou comme tu avais pu déjà le dire, Clémentine, le recrutement n'est pas stratégique, donc ce n'est pas considéré comme quelque chose qui peut aider? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que parfois les entreprises ne s'équipent pas, tout simplement? Je pense, et Maxime, tu m'en voudras pas parce on a déjà échangé là-dessus, mais je pense que tous les recruteurs ont déjà eu une mauvaise expérience avec un ATS ou un outil, quoi. Enfin, c'est un petit peu comme les sales et les ERP, les CRM. Bon, ils font jamais, rarement bon ménage. Donc souvent ça part d'une mauvaise expérience, et ça reprend tout ce que je viens de dire, mais d'une mauvaise saisie qui du coup nous donne les mauvais indicateurs, où on se dit en fait ça sert à rien, donc un manque de sens. Donc vraiment pour moi ça vient souvent de ça. C'est pas du tout une fin en soi. Clémentine, je pense que tu pourrais nous l'expliquer toi aussi, comment t'es passée de l'un à l'autre. Moi pour le coup l'entreprise où j'étais responsable recrutement puis directrice du développement RH, il y avait déjà un ATS mais qui était sous-exploité. Et quand j'ai voulu un petit peu changer les choses, directement, je me suis dit, ça sert à rien d'aller à 100% des fonctionnalités dès les premiers mois. En fait, il faut y aller step by step, et encore une fois, vous concentrer sur aujourd'hui, qu'est-ce qui pêche vraiment, de quoi vous avez vraiment le plus besoin, quels indicateurs sont indispensables pour vous, et vraiment vous concentrer déjà là-dessus. Et du coup, de s'assurer que peut-être que c'est que 2 data pour commencer, il n'y a pas besoin que ça en soit 150, parce que les ATS aujourd'hui nous permettent de mesurer tellement de choses qu'on a, on a un peu des étoiles dans les yeux, on se dit ah ouais, je veux ça, je veux ça. Bon, déjà, pour commencer, faisons simple, comme on se le disait. Donc avec peu d'indicateurs qui sont vraiment suivis proprement, auxquels on donne du sens, et en fait petit à petit ça redonne confiance dans le fait aussi que l'ATS il n'est pas là pour contrôler ce qui est fait. En fait c'est plutôt un accélérateur, ça permet de valoriser quand tout fonctionne bien, ou d'accélérer peut-être des changements, d'opérer des modifications. Donc pour moi c'est vraiment là-dessus que l'on peut jouer. Je sais pas Clémentine si si tu as des choses à rajouter. Oui, je suis complètement en phase. C'est effectivement ça. Il vaut mieux se mettre d'accord sur le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut mieux se mettre d'accord sur un nombre d'indicateurs vraiment pertinents qu'on va suivre au propre, qu'on va remplir systématiquement, et ensuite évoluer petit à petit, plutôt que de demander à ce que tout soit rempli de manière complètement exhaustive, quitte à perdre la moitié de l'équipe dans la complétion des profils. Moi, ce que je trouve bien dans un ATS aussi, notamment
dans le fait qu'on va remplir des profils d'une manière assez qualitative, et notamment des ATS, bon, comme Recruity, et il en existe d'autres sites qui permettent d'automatiser la complétion des profils en partant d'un CV. Donc ça nous fait gagner énormément de temps. Et moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée de parfois être surpris par et de pouvoir, on va dire, comment dire, de pouvoir aller chercher de nouvelles données, à aller de pouvoir commencer à s'intéresser à d'autres données. Voilà, de pas forcément rester uniquement sur les données qu'on avait prévu d'analyser au démarrage. Voilà, moi, ça m'est arrivé à un moment donné grâce à un ATS, d'avoir toute la donnée disponible de manière propre sur un critère, et de finalement avoir la possibilité, alors que je ne l'avais pas forcément prévu, d'aller analyser cette partie-là, et d'en ressortir grandi et de trouver des solutions concrètes. Donc, c'est un peu la force que j'y vois par rapport à justement des logiciels très carrés où si on n'a pas anticipé de rajouter telle information dans les profils, il faut attendre 6 mois avant de collecter à nouveau suffisamment de données pour que ce soit positif. Ok. Merci pour vos avis sur justement les outils. Et je vois qu'il y a eu là des messages justement sur le fait que tous les secteurs n'ont pas cette manne de candidats qui tombent du ciel, on va dire, et que certains sont pénuriques. Et ça me fait penser d'ailleurs justement ce message de Régis, et ça a été un peu aussi introduit tout à l'heure en disant que le fait d'avoir donné, c'est aussi avoir son vivier de candidats. Et je vais citer donc un de nos intervenants il y a 2 ans lors de Together, qui était Dorian Léjoie, qui était RevOps, qui justement disait en fait que souvent dans le recrutement, les candidats idéaux sont presque déjà présents dans le CRM. En fait, l'idée, c'est de se dire, certes, on n'a pas de candidature, mais il y a aussi le contre-pied de se dire, peut-être que mon candidat idéal est déjà, ou j'ai déjà rencontré, quelques années, quelques mois, et ça l'a pas fait, ou on n'a pas pu avancer, et se dire que pour ce poste-là, ça peut le faire. Donc, je pense aussi prendre ce côté-là, de se dire que la donnée peut combler peut-être un manque de candidature, parce que peut-être que mon candidat idéal existe déjà. Et voilà, le message de Régis me fait penser à ça, et ce qui avait été dit par Dorian il y a... Il y a eu une stat là en début d'année, il faudrait qu'on la retrouve, je la mettrai enfin je te la communiquerai pour le replay, et qui montrait que 40%, je crois, des candidats recrutés étaient déjà présents dans l'ATS de l'entreprise. Et pour clarifier du coup mon propos, effectivement, Régis, je sais que c'est très frontal de dire ça comme ça, qu'on ne demande pas de candidature, et c'est faux. Je veux dire, j'accompagne plein effectivement d'entreprises qui ont vraiment zéro candidature sur leurs offres, c'est pas le sujet, mais malgré tout, c'est, comme je le disais, souvent en fait une déperdition, comme tu le disais Maxime, d'un candidat qui à un moment donné a candidaté mais en fait n'a pas eu de retour, donc du coup à un moment donné s'est dit cette entreprise laisse tomber, ou quelqu'un lui a dit la même chose, ou bien effectivement quelqu'un qui est déjà présent dans la base et qui se dit en fait je vais pas repostuler parce que j'ai déjà postulé chez eux, donc si mon profil les intéresse, eh bien recontacter. Donc en fait il y a plein de cas comme ça qui nous montre qu'en fait, quand on va aller chercher les candidats par d'autres biais, la personne nous dit oui, si, moi j'étais prêt à candidater. Pourtant, il l'a pas fait, et donc c'était un candidat potentiel. C'est là où je voulais en venir, Régis, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse mon propos. Top. Yes. Et maintenant, je sais que c'est un sujet qui était super important pour toi, Clémentine. C'était justement sur cette nécessité de co-construire en fait les données avec les experts métiers pour éviter les biais. Pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour toi, et aussi en quoi en fait le fait comment en fait, des donner des exemples presque d'indicateurs qui en fait mal utilisés pourraient fausser les décisions prises. Ouais. Oui, tout à fait. Alors ça fait écho à ce que tu disais aussi, Charlène, sur le fait de souvent se focuser en priorité sur le manque de candidatures et de ne voir que ça, alors que dans 50% des cas, voire plus, on n'est pas sur un manque de candidatures pour une baisse de performance du recrutement, on va être sur d'autres éléments. Et c'est vrai que la plupart des professionnels qui sont vraiment extérieurs au recrutement ne voient que la partie émergée de l'iceberg. Donc, ils vont voir effectivement ce qui est plus flagrant, le nombre de personnes qui sont rencontrées, le nombre de personnes qui ont eu une proposition d'embauche et le nombre de personnes qui sont embauchées. Donc là, on est sur des données qui sont purement quantitatives.
Et là où un expert côté recrutement va voir toutes les données qualitatives qu'il va falloir anticiper, qu'il va falloir traquer pour justement poser à un moment donné un diagnostic éclairé qui va permettre d'augmenter, enfin qui va permettre de corriger l'efficacité. Si je donne par exemple un exemple, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé en tout début de carrière où les personnes qui pilotaient le recrutement n'étaient pas forcément du métier et ont tombé assez vite dans le piège qui consiste à remplir une passoire, en fait. Donc on va mesurer et traiter que les données purement quantitatives. C'est ce que j'expliquais et pas le reste. En gros, c'est le fameux, bon, il faut voir plus de candidats. Allez, on y va, on envoie 2 fois plus pour atteindre nos objectifs. Et on n'a pas du tout pris en compte les données qualitatives, donc les raisons des KO qu'on faisait pour les candidats, les raisons des refus de propositions, et les temps passés aussi dans chaque étape. Voilà, la fluidité du process, la qualité de l'expérience candidat. Et le problème, c'est que quand on fait ça et qu'on va rajouter 2 fois plus de candidats, mais sans avoir résolu nos problèmes d'expérience candidat, nos problèmes, les raisons qui font qu'à un moment donné, le candidat qu'on a rencontré ne nous a pas rejoint, on ne va pas augmenter la performance puisqu'on n'a pas ciblé le problème. L'expérience candidat gagne en quantité et donc va perdre bien souvent encore un peu plus en qualité. C'est la marque employeur qui en pâtit par effet de bord. Et si ça dure un peu trop longtemps, nos équipes perdent le sens de ce qu'elles font et on finit par les perdre en fait. On finit par démobiliser nos équipes qui ont l'impression de ramer dans le vide. Voilà. Ok, merci pour ta vision sur ce sujet. Et là, j'ai une autre question qui est peut-être un peu plus non, elle n'est pas plus d'ailleurs, elle est autant, mais qui est sur justement, aujourd'hui, il y a des entreprises qui peuvent avoir des difficultés en fait pour suivre des KPI et notamment par exemple le coût par canal d'acquisition. On ne sait pas combien ça nous a coûté d'acquérir X candidats par tel ou tel canal. Aujourd'hui, toi, Charlène, ce serait quoi ta reco pour aider une entreprise à se lancer dans l'analyse de ces indicateurs-là pour les entreprises qui peut-être ne le suivent pas ou ne le savent pas ou c'est pas pourquoi c'est important de le faire. Ouais. Bon, je pense que après nous avoir écouté avec Clémentine, il y a plus de conviction sur le fait que c'est important de le suivre. Vraiment, là, et comme on dit depuis le début, il n'y a pas d'indicateur universel, mais quand même le coût par canal d'acquisition, surtout en cette période, à la fois des budgets, d'établissement des budgets pour l'année prochaine, et aussi en cette période où les budgets sont plutôt à la baisse. Vraiment optimiser ces canaux d'acquisition, c'est selon moi ça devrait être la priorité en fait de toutes les équipes recrutement pour se dire on concentre et on conserve le budget là où il est vraiment rentable de le laisser. Donc ça, c'est sur le pourquoi. Mais si certains doutent, n'hésitez pas à me dire dans le chat et je reviendrai là-dessus. Et sur le comment, je vais pas faire très innovant. À vrai dire, il faut là aussi débuter simplement. C'est-à-dire vraiment se dire, on commence par cartographier nos principaux canaux d'acquisition. LinkedIn, Indeed, la cooptation, si vous avez une page carrière, des candidatures spontanées, bref, vous les cartographiez. Même dans un tableur basique, là, pour le coup, c'est déjà un game changer. Si vous ne faisiez pas ça et que vous commencez à faire ça, après, vous allez mettre un coût même approximatif. Là, encore une fois, c'est une première étape. Donc, même si c'est pas, on n'est pas à 10 € près, mais vous allez essayer d'aller attribuer effectivement le coût. Donc, combien vous dépensez sur LinkedIn chaque année, que ce soit pour les licences recruteurs, que ce soit pour les sponsors, vos job slots, etc. Pareil sur Indeed. La cooptation, ok, là, vous faites une petite formule Excel. Sur Excel, je veux dire, si vous versez 500 € de prime de cooptation fois le nombre de recrutements réalisés, etc. Et ensuite, évidemment, vous allez quand même essayer d'aller ajouter un petit indicateur qui mesure la qualité. Parce que, on le disait depuis tout à l'heure, effectivement, un bon KPI, c'est pas uniquement la quantité. Donc, et vous pouvez tout à fait vous mettre un petit indicateur à côté de qualité. Ok, peut-être que la cooptation nous coûte un petit peu plus cher qu'une candidature Indeed, mais on se rend compte que nos recruteurs ils passent moins de temps parce que les candidats sont préqualifiés. Je vous dis n'importe quoi, mais voilà, vous pouvez aussi rajouter un petit élément plutôt qualitatif.
Et puis après, tout simplement, vous allez mettre le nombre de CV reçus par ces canaux. Là, si vous avez un ATS, c'est facile. Si vous n'en avez pas, c'est là où ça se complique. Mais déjà, vous avez une idée du coût initial. Après, l'idéal, c'est d'aller mettre le nombre de CV reçus par canaux, le nombre de recrutements réellement réalisés par canaux. Et vous allez sans doute vous rendre compte qu'en fait, vous dépensez, comme le disait Clémentine en introduction, des sommes folles dans des job boards qui ont le vent en poupe, que l'on voit partout. Alors qu'en fait, sur votre marché, sur votre niche, sur votre segment, par rapport à votre réputation, bref, peu importe, peut y avoir plein de raisons, peut-être que ça ne marche pas pour vous. Et vous allez voir que vous allez pouvoir faire beaucoup d'économies assez facilement en faisant comme ça. Ok. Peut-être, Clémentine, est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, de ton expérience, par où peut-être tu as commencé, ou ce que tu recommanderais C'est exactement ce que vient d'expliquer Ok, Charlène. Top. J'ai rien à ajouter. parfait. Et du coup, je vais continuer pour une question avec toi, Clémentine. Tu avais évoqué donc le besoin en fait d'un bon équilibre entre l'analyse et le pragmatisme, c'est-à-dire que ne pas faire crouler ses équipes sous le traitement de données. Toi aujourd'hui, comment tu t'assures que les données en fait elles ne deviennent pas un fardeau pour tes équipes, mais un outil qui va permettre de s'améliorer au quotidien, et surtout en quoi c'est important enfin aussi de ne pas surcharger et de ne pas surtraiter la donnée pour juste avoir de la donnée. C'est vrai que c'est là où il faut un peu donc trouver l'entre-deux entre les données, toutes les données qu'on aimerait mesurer, et puis les données qui ont vraiment un sens et qui apportent de la valeur. Comme le disait très bien Charlène, à un moment donné, si on demande à nos équipes d'être trop exhaustifs, c'est aussi un risque d'avoir une donnée qui n'est pas qualitative d'une personne à une autre, puisque dans une équipe, on va avoir ceux qui sont très rigoureux, et puis on va avoir d'autres personnes qui ont d'autres qualités, mais pour qui les outils, c'est pas une passion, et le temps passé en saisie, s'il peut être le plus court possible, c'est mieux. Là où l'ATS a un vrai rôle, pour moi, donc c'est un peu ce que j'expliquais sur le fait que parfois on se fait surprendre, on ne peut pas anticiper toutes les données dont on aurait besoin. Il y en a une partie qu'on va anticiper, mais ce que je trouve bien, c'est de pouvoir remplir de manière suffisamment exhaustive l'ensemble des profils, donc comme on le disait, via un ATS, de pouvoir qualifier les profils d'une manière assez précise, et notamment avec des actions automatiques. Donc il faut savoir que ça, c'est un gros avantage des ATS. Par exemple, si je passe quelqu'un d'une étape à une autre, je peux, et donc ça, Recruity le fait très bien, on peut ajouter des qualifications, on peut remplir des champs d'une manière automatique. Voilà, ce qui peut permettre à un moment donné de trouver aussi, de faciliter finalement pour les recruteurs la complétion des fiches, et de permettre d'avoir un maximum de données sans que ce soit une charge mentale énorme. Voilà. Donc ça, l'outil vraiment va permettre de le faciliter, et c'est finalement donner du sens aux informations qu'on rentre dans le profil, de bien se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire, pourquoi on les enregistre, et comment on les communique, comment on les analyse. C'est un entre-deux, c'est un peu de la négo aussi avec les équipes, avec la maturité de l'équipe, avec la maturité de l'entreprise. On peut aussi s'autoriser, ça m'est arrivé, de se dire, je vais d'abord faire un premier pas, voilà, avec vraiment les premières données qui me semblent essentielles. Et une fois que ça c'est bien stabilisé, une fois que tout le monde remplit correctement, je vais passer à l'étape 2, on va aller un petit peu plus loin. Et encore un peu plus loin, ça marche souvent mieux que directement vouloir être complètement exhaustif et du coup, un peu trop perfectionniste, et on perd tout le monde. Enfin, c'est ma vision en tout cas. Ok. Et justement, dans ton équipe, il y avait, pardon, il y avait déjà cette appétence pour la donnée, ou c'est toi qui as réussi à l'inculquer à travers ta vision et justement ce que tu viens d'annoncer de petit à petit et pas tout d'un coup? Alors la donnée, souvent, ça fait peur. Ouais. C'est pas que ça n'intéresse pas, c'est que dans les équipes dans lesquelles je suis arrivée, et quasiment à chaque fois malheureusement, honnêtement, c'était perçu comme du flicage. Donc c'était aujourd'hui on veut fliquer ce que je fais, et en fait quand je pense que un des leviers, une des conditions aussi sine qua non pour faire en sorte qu'une équipe adopte la donnée, c'est d'utiliser de manière bienveillante cette donnée. Donc, c'est aussi de valoriser l'effort, comme on le disait, d'utiliser la donnée pour améliorer les choses, pour accompagner, pour mesurer, mais c'est certainement pas pour surcontrôler
ou pour fliquer ou pour comparer et créer des sortes de compétitions internes hyper malsaines. Ça existe. Et donc, souvent, ce sont des craintes et des expériences douloureuses qui ont été vécues qui font que certaines personnes ne veulent pas entendre parler de données. Donc, quand on arrive à avoir la confiance des équipes, quand on arrive aussi à négocier avec sa direction, d'avoir une utilisation bienveillante de ces données à des niveaux qui sont différents, souvent, ça marche mieux. Et alors, une chose aussi, je trouve, qui est importante, c'est de responsabiliser les équipes. Et par exemple, moi, mes équipes, j'ai une vision globale en temps réel de l'efficacité de l'équipe. Et c'est ce qui va m'intéresser. Et après, chaque personne a son propre tableau de bord et est maître de ses propres données de son tableau de bord et a en temps réel, un peu comme le tableau de bord d'une voiture, c'est à peu près à quelle vitesse il roule. Je le compare toujours comme ça, voilà, à quelle vitesse je roule, qu'est-ce que je peux optimiser, etc. Voilà, donc c'est eux qui jouent avec finalement cette donnée-là pour s'améliorer et pour finalement pour monter en compétence aussi. Moi, j'interviens uniquement quand ils arrivent au bout de l'exercice et que ils se sentent démunis, mais chacun est responsabilisé avec sa propre donnée. Et au niveau de la direction, uniquement les données globales équipe sont remontées avec des indicateurs précis qui permettent de mettre en avant les efforts et d'être axé solution et d'être surtout pas axé flicage ou contrôle. Voilà, c'est... Ok. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlène, mais voilà, dans mes expériences, en tout cas, c'était... Je suis complètement d'accord et j'ai déjà vu, entendu, observé des indicateurs qui étaient plutôt utilisés en entretien d'évaluation ou contre des recruteurs, hein, pour leur dire, ah ben regarde toi, ce taux, c'est par rapport à tes collègues, c'est ça, etc. Dans une organisation où c'est déjà bien instauré, je dirais pourquoi pas, mais alors certainement pas en phase justement d'évangélisation des indicateurs, comme tu le disais. C'est pertinent aussi pour que chacun réalise à quel point ça peut être puissant d'avoir la data à son niveau, mais c'est sûr que en collectif, encore plus auprès de la direction, il faut vraiment mutualiser les données et éviter de tomber dans cette individualisation je te rejoins, hein, je pense que c'est vraiment le frein majeur. Enfin, les deux freins majeurs, c'est vraiment la mise à jour, la saisie où on se dit on a Oui. autre chose à faire que de remplir des tableaux. Et la deuxième chose parfois inavouée, peut-être que vos équipes vous le disent pas, mais effectivement on se dit j'ai pas envie que l'on sache exactement combien j'ai fait d'entretiens sur ce besoin, combien de temps ça m'a pris, comment je performe par rapport à mon collègue. Ça peut, et on comprend, faire peur. Merci pour votre retour sur cette question et j'en ai avoir une autre qui est pour toi Clémentine, en fait de par la nature et l'activité de ton entreprise, le recrutement c'est fondamentalement quelque chose de stratégique parce que c'est inhérent à votre activité et du coup il y a un vrai enjeu à transformer le recrutement pour qu'il soit à ce niveau-là. Là la question je la pose de manière ouverte, voir qui c'est qui pourra répondre entre Charline et Clémentine, mais par exemple pour une entreprise où le recrutement n'est pas stratégique, quels pourraient être en fait les conseils pour aider justement ce service à passer de quelque chose d'opérationnel à quelque chose de peut-être un peu plus stratégique ou plus considéré, non sans tomber dans la stratégique à 100%, parce que pour Clémentine, ça l'aide, mais voilà, se dire qu'on fait un step plus loin que l'opération et que c'est vraiment considéré comme cette équipe qui ne fait pas que recruter, mais qui amène aussi cette plus-value. Moi, je peux peut-être commencer, Clémentine, je te laisserai terminer, mais moi, j'ai du mal déjà à croire que pour certaines entreprises, le recrutement n'est pas stratégique. Là, c'est ma vision même entrepreneuriale qui parle, sans ressources, tu vois, il n'y a rien qui tourne, même d'un point de vue business. Et j'ai envie de dire, heureusement, moi, j'ai l'impression que la plupart des entreprises l'ont compris avec le Covid et du coup, l'arrêt de certains recrutements et la difficulté à retrouver les équipes et souvent en ratant du business parce qu'ils n'avaient pas les ressources en face. Donc déjà, j'ose espérer que vous tous qui nous regardez, votre direction a bien compris à quel point le recrutement et les ressources humaines en général étaient stratégiques pour l'entreprise. Mais clairement, et là aussi avec ma vision entrepreneuriale, finalement, tous les indicateurs que l'on évoque depuis tout à l'heure, que ce soit d'un point de vue attractivité, mais d'un point de vue aussi satisfaction, enfin tout ce que vous allez pouvoir
évaluer autour du recrutement. C'est exactement la même chose qui se passe dans la vie d'un entrepreneur avec l'expérience des clients sur la capacité, les canaux d'acquisition clients, la capacité à transformer des prospects en clients, l'évaluation, la satisfaction des clients, etc. Donc, d'une part, je dirais qu'il y a un lien évident, donc n'hésitez pas à surfer dessus. Moi, c'était vraiment mon dada pour parfois faire bouger un peu les lignes face à ma direction. Effectivement, je leur parlais comme à des chefs d'entreprise qui ont envie d'avoir justement des indicateurs du ROI, leur montrer les économies qui peuvent être faites, le business qui peut être débloqué, etc. Et comme on l'a dit plusieurs fois, en fait, justement, les indicateurs, la data vont vous permettre d'être davantage proactif et pas uniquement à présenter une situation subie, mais plutôt à prédire un petit peu ce qui pourrait se passer grâce aux data que vous allez avoir collectées. Donc, et aussi à pointer du doigt tous les efforts qui sont faits et pas uniquement la partie ratée, les postes vacants, les recrutements manqués, le turnover, etc. Il y a aussi tout ce qui fonctionne bien et forcément qu'on a un petit peu plus de mal à montrer. Donc, pour moi, la data, c'est la manière simple, efficace, pertinente de montrer justement tous les efforts qui sont mis en place. Ok. Clémentine, toi, tu as peut-être une vision identique, différente. Non, je suis complètement en phase et effectivement, peut-être que la porte d'entrée du ROI reste le bon mot-clé pour parler à une direction. Ouais. Et du coup, justement, là, si on parle un peu à sa direction et aux objectifs globaux d'une entreprise, toi, aujourd'hui, Clémentine, comment tu lis tes objectifs recrutement à ceux plus globaux de Valoriadé via la donnée que tu peux apporter, etc. Ouais. De manière assez simple, c'est-à-dire qu'on part des objectifs globaux de recrutement, donc de l'ambition de croissance de l'entreprise. Moi, j'aime bien réfléchir d'abord croissance avant de réfléchir recrutement. Donc, on va déjà se demander et se dire combien on peut absorber de nouveaux collaborateurs dans l'entreprise sur un temps donné. On va estimer par rapport à la période le nombre de sorties qu'on peut avoir et donc ça nous donne forcément un nombre de recrutements d'entrée souhaité. Donc, je vais partir de ce chiffre-là et ensuite, je vais le ventiler donc sur une période donnée, donc soit par mois, soit par semaine. Ça, c'est souvent la direction qui va avoir besoin d'un niveau plus ou moins fin côté ventilation des entrées. Et puis, je vais appliquer les taux de transformation et justement d'avoir la bonne data et de connaître ses propres taux de transformation. Ça permet d'avoir la bonne estimation de la capacité à faire de l'équipe. Donc, ça permet à un moment donné aussi, à la fois pour la direction et pour les équipes recrutement, d'identifier de manière très factuelle et très simple s'il nous manque du monde ou pas. Voilà. Et si on a besoin de renfort ou pas pour atteindre les objectifs de recrutement et pas se rendre compte à mi-semestre que finalement, on n'a pas assez de monde pour réussir à faire le nombre d'entrées malgré tous les efforts qu'on y met. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je le gère d'une manière assez basique. Ok. Super, top. Merci pour ton retour et ton conseil là-dessus. Je vois qu'il va nous rester 14 petites minutes. On a juste une dernière question qui est sur vos derniers conseils. On passera ensuite aux questions si vous en avez. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les poser pour qu'on puisse prendre là les 10 dernières minutes qui restera ensuite pour y répondre. Je fais aussi un tout petit crochet pour dire voilà, c'est un webinaire qui s'est voulu très retour d'expérience et conseils. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment l'aspect données, data se matérialise sur Recruity, vous allez recevoir après le webinaire. Je crois entre fin de journée et demain matin, donc un mail récapitulatif dans lequel en fait tu as une vidéo de démonstration qui a été faite. J'ai une vidéo d'une petite dizaine de minutes qui a été faite donc par Florie. Florie, c'est la CSM qui s'occupe justement de Clémentine au quotidien et qui vous montre notamment comment ça se matérialise sur Recruity, ce que vous pouvez faire, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera un peu plus concret et qui vous permettra de voir à quoi ça ressemble.
C'était mon petit crochet. Oui, vas-y Clémentine. Si je peux me permettre, juste parce que Florie, du coup, je la connais, je commence à bien la connaître et c'est plutôt bon signe. Honnêtement, Recruity, voilà, aujourd'hui, moi, j'en suis très contente. Hein, c'est aussi pour ça que je fais ce webinaire aujourd'hui. Et ce qui est vraiment top, et notamment si la data aujourd'hui, vous l'utilisez pas autant que ce que vous pourriez, Florie est d'une aide précieuse et elle se rend disponible autant que nécessaire pour accompagner une équipe qui prend en main l'outil. Voilà, donc ça, je voulais le dire parce que parfois on achète un outil et puis après on n'entend plus trop parler de l'équipe et on n'est pas accompagné. Là, pour le coup, pour Recruity, le service après-vente est de grande qualité. Voilà, si je peux me permettre. Je transmettrai. d'en parler. Je transmettrai. Et du coup, la dernière question, qui est un peu la question de conclusion aujourd'hui, pour toutes les deux, ce serait quoi en fait votre conseil pour des recruteurs qui peuvent hésiter encore sur se lancer dans l'analyse de données pour améliorer leur stratégie de recrutement? Écoute, c'est spontanément, je me disais là, on a donné tellement d'informations avec Clémentine que c'est peut-être difficile de s'y retrouver et de savoir par quoi commencer. Donc, c'était pas prévu, mais moi je dirais télécharger le e-book parce que ça reprend tous les indicateurs. Ça reprend bien tous les indicateurs et comme ça va vous permettre de prioriser parce que depuis tout à l'heure, on le dit avec Clémentine, il faut faire simple, il faut pas partir dans tous les sens. Et là, il y a peut-être plein de choses qui vous ont donné envie. Donc, prenez le temps de vous poser et de choisir peut-être 2 indicateurs là à suivre sur la fin 2025 et début 2026. Ça peut être même bien de se dire c'est la fin d'année. Vous avez de la data qui est peut-être pas propre, donc commencez à regarder ce que ça donne la fin 2025 pour vous donner un objectif de se dire ok, en 2026, je veux absolument pouvoir traquer cette data de manière fluide. Donc let's go. Clean tout et à partir du 1er janvier, on remplit proprement, on est à jour et du coup, on fait tout pour avoir des indicateurs fiables. Je rajoute juste un truc par rapport à l'e-book. Dans cet e-book, comme je l'a dit, il y a pas mal de conseils. Il y a aussi des outils qui vous permettent en fait de suivre vos indicateurs. Je crois qu'il y a les 12 indicateurs les plus utilisés et comment les utiliser. Et aussi, on a fait un petit quiz qui en fait vous permet de savoir si votre recrutement est data-driven. Parfois, on peut se dire moi je suis vraiment les données et c'est pas toujours le cas. Et en fait, ce quiz, à travers les questions, vous donnera un score et qui justement vous permet de vous dire comment vous positionnez par rapport à est-ce que véritablement votre recrutement est data driven. Donc voilà, c'est un test qui est super rapide et qui permet vraiment de vous positionner et après d'en tirer les conclusions que vous en tirez à la lecture aussi de l'e-book. Voilà, petite parenthèse parce que Sharon parlait de l'e-book et je donne aussi des arguments pourquoi le télécharger. Et Clémentine, peut-être que je te laisse la parole pour aussi toi tes conseils. Voilà. Non, c'est parfait, une très belle résolution de janvier. Voilà. Non, rien à ajouter, je le ferai exactement de cette manière-là. Trop bien. Il nous reste 10 minutes. On est pile dans les temps. J'adore ça. Si vous avez des questions, que ce soit sur des cas que vous pouvez rencontrer, des cas précis, des besoins de conseils, que ce soit de Clémentine, de Charlène, n'hésitez surtout pas à les poser. On a ces 10 minutes justement qui vous sont dédiées pour pouvoir y répondre. En attendant que les premières questions arrivent, si elles arrivent. Je répète donc le replay du webinaire vous sera envoyé. Il y aura aussi un email avec la vidéo de démonstration de Florie. Je crois aussi que j'ai remis l'e-book si jamais vous ne l'avez pas téléchargé et que vous avez encore besoin d'être convaincu qu'il faut le télécharger. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je fais aussi un crochet par rapport au prochain webinaire qu'on va avoir, qui sera assez rapidement, puisqu'il sera le 16 décembre, si je ne me trompe pas. Là, ce sera un webinaire qui sera un peu plus démonstratif, où on va vous parler notamment d'automatisation et comment, avec Recruity, en fait, vous pouvez automatiser des tâches et, en fait, gagner du temps, parce que tout simplement, c'est le but de l'automatisation, c'est comment vous pouvez faire que, en faisant telle tâche, ou si un candidat remplit tel critère, des messages, des triggers soient faits. Donc voilà, ce sera un webinaire qui sera un peu plus démonstratif. Ce sera nos commerciaux qui l'animera. Donc si vous intéresse, surveillez vos emails, vous aurez une invitation qui tomberont bientôt. On a une question de Régis pour Charlène. Preneur de plus d'infos quant aux leviers sur lesquels elle joue pour renforcer l'inbound. Du coup, Régis, alors moi, à mon niveau, avec Talent Catcher, on intervient
auprès de deux publics, les recruteurs RH et les collaborateurs, quels qu'ils soient. Donc, le premier pan, c'est vraiment pour former les RH recruteurs à la création de contenu. Donc, vraiment à définir qui est leur cible, sur quels réseaux sociaux elles se trouvent, quel type de contenu peuvent les intéresser et à produire son contenu. Donc, c'est vraiment une formation de marketing RH, je dirais. Donc, ça peut être un premier angle sur lequel jouer en interne. C'est aussi de se dire, on commence par nous, au niveau RH recrutement. Enfin, j'ai pas été voir votre poste, Régis, mais effectivement, se dire est-ce qu'on est suffisamment visible? Est-ce que l'on met en avant les bonnes informations? Est-ce que c'est réellement ce que recherchent nos candidats? Qui sont nos candidats? Où est-ce qu'ils se trouvent? Etc. Deuxième point sur lequel nous, on intervient avec Talent Catcher, c'est effectivement, une fois qu'on a fait ce travail sur les RH, le faire sur tous les collaborateurs qui en ont envie. Donc, on crée et on anime des communautés de collaborateurs ambassadeurs, donc uniquement des volontaires qui ont envie de prendre la parole pour partager leur expertise, leur métier, leur quotidien, leurs coulisses, bref, tout ce qui peut donner des informations très concrètes sur ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et donc donner envie à leurs pairs de les rejoindre. Donc ça, c'est vraiment, je te fais pas une promotion, enfin, je ne fais pas une promotion, Régis, mais c'est pour expliquer les deux schémas les plus classiques en inbound. C'est déjà, d'un point de vue attractivité, de jouer sur la visibilité des équipes RH recrutement, s'assurer, en fait, OK, notre recruteur a 8000 abonnés sur LinkedIn, mais ça se trouve, c'est que des recruteurs, que des pairs, et il touche peut-être pas du tout sa cible. Ensuite, effectivement, activer le réseau de vos collaborateurs et au-delà du réseau des collaborateurs, c'est aussi leur crédibilité, parce qu'aujourd'hui, on sait tous qu'on fait davantage confiance à un humain qu'à une page entreprise, donc d'aller chercher justement la visibilité, le réseau de vos collaborateurs, mais surtout finalement le poids de leurs paroles. Et troisième point, sur lequel on n'intervient pas forcément avec Talent Catcher, mais qui est aussi hyper pertinent, et on en a parlé à plusieurs reprises dans ce webinaire, une partie inbound qui est beaucoup négligée, c'est la partie nurturing, donc entretien de ta relation, enfin de la relation avec l'ensemble de votre vivier. Donc ça peut passer par plein de choses, des newsletters candidats, des réactivations, le fait d'inviter des anciens candidats à des événements, etc. Donc vraiment, le but de l'inbound, c'est, comme je le disais en intro, de ne pas aller chasser, solliciter des personnes qui n'ont pas montré d'intérêt pour l'entreprise. Au contraire, l'inbound, c'est justement d'aller créer de l'intérêt ou d'aller réactiver tous ceux qui ont déjà fait preuve d'intérêt. Donc le nurturing, le fait d'entretenir son vivier, de le réactiver, de continuer de l'informer, etc., de rester en contact, ça c'est vraiment un pan crucial. Trop bien, merci Charlène pour ta réponse. On a aussi une question de Stéphanie qui nous dit donc à l'heure de l'IA et donc de la donnée XXL, quel est votre regard sur cette technologie dans vos métiers? J'imagine aussi comment peut-être ça peut aider dans la gestion de la data RH. Alors nous, pour le coup, on l'utilise effectivement, on commence à pas mal utiliser l'IA. Voilà, je pense que ça devient de toute façon incontournable. Honnêtement, alors moi là aujourd'hui, sur la partie vraiment données pures, c'est pas là où je l'utilise le plus en ce moment. Les analyses plus basiques sont souvent suffisantes. Voilà. Alors, on a une expertise chez nous côté data IA, et c'est vrai qu'on aime bien aussi utiliser l'IA quand ça apporte vraiment une valeur ajoutée, et bien souvent l'analyse de données plus classique peut répondre à un certain nombre de besoins liés à l'analyse de données pure. Sur la partie, sur l'utilisation que font les équipes aujourd'hui, par exemple de l'IA, ça reste très intéressant, par exemple pour automatiser des comptes rendus d'entretien, pour en faire une analyse, pour en faire un résumé, enfin plutôt en mode. Moi, je l'utilise aujourd'hui plutôt comme un petit assistant qui me permet de faire tout ce que j'ai pas envie de faire, mais c'est pas aujourd'hui un outil qui va remplacer mon analyse sur le sujet. Et de la même manière, je vois pas mal de messages qui sont proposés. Alors, pour pas les citer, LinkedIn, qui propose des messages liés à l'IA, et honnêtement, on en est encore au début. Moi, je trouve pas ça hyper quali. Voilà. L'IA, oui, c'est intéressant et c'est important. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ça fait gagner énormément de temps.
Pour la donnée pure, je ne sais pas, Charlène, si toi, tu l'as beaucoup approfondi, mais quand même, souvent, des solutions de BI sont suffisantes pour un premier niveau d'analyse, il me semble. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je dirais peut-être des fois d'un point de vue benchmark, veille, ça peut être intéressant pour aller croiser de la donnée et si peut-être par moteur de recherche, enfin par les biais classiques, on va dire, de recherche, vous n'y accédez pas, ça peut peut-être être intéressant quoi, d'aller se dire, OK, j'ai tel taux de transformation, est-ce que tu as d'autres data dans d'autres pays sur mon secteur d'activité avec lesquels je peux me comparer? Voilà. Plus dans la partie analyse benchmark, ça peut être intéressant, mais sinon, je suis d'accord avec toi. Généralement, quand même, les outils en natif nous permettent d'aller suffisamment loin. Et encore une fois, vous n'allez pas vous transformer en contrôleur de gestion sociale demain, quoi. Le but, c'est pas forcément ça. C'est de rester simple dans la collecte et l'analyse aussi de ce que vous en faites. Et pour répondre à ta question, Régis, nous, on utilise Gemini Pro, mais pour le coup, on a toute l'entreprise qui est sur la version payante professionnelle. Et ça fonctionne assez bien. Honnêtement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est des gemmes, du coup. Donc, c'est l'équivalent des GPT sur ChatGPT. Et où on peut se faire des assistants, vraiment, où on va mettre tout un contexte, tout le contexte de l'entreprise, typiquement, où on va déjà préconstruire la manière dont on veut faire travailler l'assistant. Et oui, ça facilite le quotidien, clairement. Écoutez, on a bientôt fini. Si jamais il y a encore une ou deux questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, pardon. Bon, si vous les posez, c'est bien aussi, c'est-à-dire que vous les poserez en conséquence. Voilà, n'hésitez surtout pas si vous en avez. Auquel cas, je vais meubler quand même pour voir si jamais qui arrive. On espère que ce webinaire vous a plu, a su répondre à vos questions et peut-être aussi vous a convaincu de l'utilisation de la donnée. J'allais dire l'IA parce qu'on a parlé d'IA, mais non, c'est la donnée pour vous aider à faire passer votre stratégie de recrutement au niveau supérieur. C'est quelque chose qu'on aime bien dire chez Talent, et la donnée, ça a vraiment aussi cette vocation-là. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'on ait plus de questions. Écoutez, on est ravis pas mal de remerciements, donc on est content de se dire que ça vous a intéressé, pardon. Vous aurez évidemment les replays, les vidéos, le guide qui vous sera envoyé après ce webinaire-là. Si aussi vous souhaitez en savoir plus par rapport à Talent Recruity, je vous donne un lien tout de suite où on a nos experts RH qui feront un plaisir de vous répondre. Je vais juste le lien rapidement. Bon, le lien ne sera pas très beau. Désolé, je le fais ça à la vite. Il manquera c'est par ici. Parce qu'il rentre pas, il n'y a pas assez de place. Mais voilà. Si jamais vous voulez savoir plus sur Recruity, cliquez là-dessus. Ça vous permettra de rentrer en contact avec un de nos experts et d'avancer sur votre problématique et sur vos enjeux. Pour ma part, je vais vous remercier toutes les deux, Clémentine et Charlène, d'avoir accepté cette invitation, de parler de ce que vous faites, de ce que vous conseillez au quotidien pour la donnée. Merci à toutes les deux, j'espère que ça vous a plu et que si jamais je vous ressollicite, vous dites oui, parce que l'expérience aura été bonne. Donc voilà, merci à toutes les deux. Si vous avez quelque chose ici à rajouter, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excellente journée à tous. Merci pour votre écoute. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.